BX1 +, l'invité de Fabrice Grosfilet. Notre invité, c'est donc Olivier Minguin, bourgmestre de Beaulieu-Saint-Lambert, mais autrefois député fédéral et autrefois président de Défi. On entre dans une crise politique ou c'est plus grave que ça, c'est un peu déjà une crise de régime? On voit bien qu'on est dans une situation d'entre-deux, si je puis dire. On est dans une grave crise politique parce que la durée de l'absence d'un gouvernement est anormalement longue. Mais on voit que si on se laisse aller à certaines tentations, par exemple, quand la NVA annonce qu'elle voudrait la constitution d'un front flamand, mais pourquoi ? C'est pour précipiter le pays vers le confédéralisme. C'est forcer tous les partis flamands à s'inscrire dans sa logique confédéraliste. Si on se laisse aller à cela, alors oui, on entre dans un autre schéma qui est, à mon avis, très préjudiciable, parce que c'est un processus que personne ne maîtrisera in fine et qui va nous précipiter dans le vide institutionnel, ce que je ne souhaite pas. Oui, ce front flamand qu'appellent donc Bart de Wever et Theo Franken de leur vœu, il a une chance de voir le jour. C'est envisageable de voir tous les partis flamands faire bloc et refuser de ployer sous l'oukase du Parti socialiste, pour reprendre l'expression de Theo Franken ? Alors, distinguons. D'abord, ce qui se passe du côté flamand. Oui, il y a lieu de voir jusqu'où un certain nombre de partis flamands sont dans la logique de la NVA. La NVA, on sait ce à quoi elle veut aboutir. On sait qu'elle veut dépecer l'État. Voilà, l'État belge. Bon, il y a d'ailleurs assez bien travaillé sous le gouvernement de Charles Michel, quand on voit comment les fonctions régaliennes ont été affaiblies, la justice, la police. Je pourrais en faire donner des preuves multiples. Ça, c'est une logique qui n'a pas de répondant du côté francophone, oui. Et j'ose le croire. Sauf peut-être ceux qui réfléchissent à un régionalisme... Ça existe, côté francophone ? Oui, j'ai déjà entendu certains dire le confédéralisme ne doit pas nous faire peur. Enfin, soit ce sont des ignares qui ne savent pas ce que signifie le mot confédéralisme dans un dictionnaire, qu'ils aillent le lire. C'était quand même d'abord la séparation, puis voir ce qui resterait éventuellement en commun, et une association d'États indépendants. Et dans l'esprit de la NVA, c'est deux États indépendants, la Wallonie et la Flandre, et Bruxelles passe à la trappe, bien entendu. Et puis, ou alors il y a ceux qui croient que, de manière matamoresque, ils vont pouvoir dompter le lion en disant mais nous allons aller vers le confédéralisme comme Fanfan la tulipe, la fleur au fusil. Ça veut dire qu'on ne doit pas entrer dans les négociations. Mais est-ce qu'on aura le choix, côté francophone, de refuser une négociation institutionnelle, vu ce qui est en train de se passer ? Je crois qu'on n'échappera pas à une réflexion sur l'organisation de l'État. Et c'est vrai qu'on va connaître un moment crucial. Mais faut-il précipiter les choses ? Certainement pas, parce que, vous savez, j'en ai vécu des réformes de l'État. La 6e a été sans doute une des plus dramatiques et une des plus catastrophiques. On l'avait dénoncé. Aujourd'hui, je constate que beaucoup de conséquences de cette 6e réforme de l'État sont préjudiciables. Ceux qui nous disent aujourd'hui il y a 8 ministres de la Santé, mais qui a fait qu'il y a aujourd'hui 8 ministres de la Santé, si ce n'est les partis qui ont été associés à la 6e réforme de l'État ? Qui fait qu'aujourd'hui on a commencé à dépecer la sécurité sociale, dont tout le monde disait tout le temps fédéral, et ça doit rester la solidarité interpersonnelle. Ceux qui ont accepté la 6e réforme de l'État. On n'échappera pas à un nouveau round institutionnel. C'est ce qu'a dit Charles Piquet à l'entrée du bureau du PS ce matin. On n'échappera pas à un nouveau débat institutionnel, mais il faut le faire de manière posée, rationnelle, avec un sens de l'ouverture vers peut-être ceux et celles qui finalement ont dû trop souvent subir les conséquences de réformes de l'État improvisées, mal pensées, mal financées surtout, et avec des conséquences souvent préjudiciables davantage du côté francophone que du côté flamand sur le plan budgétaire. Donc, temporisons, calmons le jeu. Je crois qu'entre-temps, il y a moyen, mais ça suppose que du côté flamand, certains partis considèrent qu'il ne faut pas aller justement dans cette logique confédéraliste et qu'ils osent l'assumer. Et ils seront les vrais vainqueurs à terme, j'en suis convaincu, du côté flamand, que certains partis, VLD en tête sans doute, qui va devoir jouer un rôle plus franc dans les prochaines semaines, mais ça dépendra de son futur président. Ça, c'est pas compliqué de demander à l'Open VLD, donc le Parti libéral flamand, alors qu'il est en pleine campaine électorale interne pour son nouveau président, de ne pas être dans le front flamand. C'est vrai qu'on va devoir dire sans doute qu'il faudra laisser le temps à la nouvelle présidente ou au nouveau président de l'Open VLD d'assumer ses responsabilités, mais je crois que c'est le parti qui a aujourd'hui la clé du côté flamand pour débloquer la situation. Je crois que c'est un parti qui est fondamentalement antinationaliste. Je connais beaucoup de ses dirigeants. Je vois une personnalité comme Patrick de Waal, qui a souvent été une personnalité courageuse pour tenir tête au nationalisme flamand, pour des raisons à la fois historiques, personnelles, familiales, mais aussi par conviction profonde. Ce sont des personnalités comme ça qui, demain, auront un rôle majeur à jouer du côté flamand. Parce que fondamentalement, le débat est en Flandre, c'est vrai, entre la tentation nationalo-confédéraliste que représente la NVA et évidemment le Belang et certains au CDNV. Ce que nous a appris l'actualité récente, c'est que finalement le cartel CDNV-NVA
existait toujours d'une manière à tout le moins latente, c'est-à-dire qu'il y a toujours au sein du CDNV un courant, mais c'est historique au CDNV, on sait qu'il y a un courant plus fédéraliste et un courant plus nationaliste. Donc le CDNV ne se déscotchera pas de la NVA. Vous faites le deuil de ça? Dans les circonstances immédiates, sans doute non. Avec le temps, qui sait, avec une autre méthode peut-être pour préparer des négociations gouvernementales. Je trouve qu'il serait logique que maintenant le Palais donne la chance à ceux qui veulent tenter de mettre en place une majorité, certes, sans la NVA et le Belang, de jouer leurs cartes, mais il faudra sans doute parallèlement à ça voir comment on peut trouver la mise en place, par exemple, d'un lieu de débat institutionnel, non pas pour se précipiter dans une nouvelle réforme de l'État, mais pour d'abord évaluer les anciennes réformes de l'État, voir ce qui doit être amélioré dans le fonctionnement de l'État. Et chacun commence à s'accorder tant au nord et au sud du pays, qui a des compétences qui doivent sans doute retourner au fédéral. Donc là, il faut qu'on ait une discussion. Voilà, posée, rationnelle, ouverte sur la société civile et les experts. C'est envisageable, honnêtement, Olivier Minguin, avoir une discussion posée, rationnelle, dans un moment d'ébullition, après 8 mois de blocage, avec des partis radicaux qui dominent les sondages. C'est là que ceux qui ont de l'expérience politique, et ils s'en trouvent dans tous les partis, c'est là que ceux qui, parmi les présidents, et je salue dans la nouvelle génération des présidents qui visiblement ont une attitude tout à fait responsable, doivent, dans ces circonstances, calmer le jeu. Il faut parfois prendre un peu plus de temps, temporiser. Oui, on va devoir temporiser. Je crois qu'on va devoir à nouveau temporiser pendant 15 jours, 3 semaines pour laisser retomber jusqu'à la l'élection d'un nouveau président de l'Open VLD fin mars, alors. Fort probablement. Il ne faut pas se le cacher que c'est vrai qu'on vit une circonstance particulière qui fait que dans tous les partis, il y a eu un renouvellement de présidence. Si le roi nommait Bardo-Wever, ce ne serait pas de la temporisation, ce serait une erreur? Non. C'est d'abord le choix du palais, bien entendu. Je crois qu'il faut peut-être que le Palais essaie toutes les hypothèses avant de se rendre compte de celles qui sont faisables et celles qui ne le sont pas. Je doute que Bardo-Wever trouve beaucoup d'interlocuteurs du côté francophone et peut-être même du côté de certains partis flamands. Donc, au Palais de savoir. Mais je ne crois pas que ce serait aujourd'hui le signal le plus compréhensible, en tout cas pour une large part de l'opinion publique, tant au nord qu'au sud et au centre du pays. On parle beaucoup quand même de reconvoquer les élections. Si c'était le cas, les députés de Défi, Sophie Rehoni, François De Smet, la voteraient ou pas? Je n'y crois pas beaucoup. En tout cas, je n'y crois pas parce que, vous savez, la peur de l'inconnu est certainement ce qui constitue le plus grand frein à certains choix politiques. Et donc, je ne crois pas qu'il y ait beaucoup de partis dans les 3 régions qui vont assumer un tel choix aujourd'hui. Je crois que nous connaîtrons inévitablement une phase où il y aura peut-être, en effet, un gouvernement intérimaire. D'1 an, 2 ans, je ne sais. Peut-être davantage si ce gouvernement trouve sa dynamique propre. Un gouvernement intérimaire qui aurait une majorité à la Chambre ou qui serait minoritaire? Toutes les hypothèses peuvent être envisagées, pour autant qu'il y ait une bonne volonté parmi les partis démocratiques qui veulent faire en sorte que ce pays fonctionne. Qu'on arrête par exemple l'hémorragie de nos finances publiques. Enfin, mais pour ça, il faut faire des choix budgétaires. Il faut faire des choix. Soit à droite, soit à gauche, soit sur les recettes, soit sur les dépenses. Bien entendu qu'il va falloir faire des choix, mais bon, soyons de bon compte. Par le passé, on a quand même connu plusieurs coalitions gouvernementales qui ont pu faire des choix budgétaires. Et ça se faisait sans la NVA, par exemple. Finalement, la majorité avec la NVA était une forme d'exception. On a vu à quel échec ça nous a conduit, à quelle difficulté politique, à quel manque de confiance ça a engendré. En somme, la situation que nous vivons aujourd'hui, c'est parce que beaucoup de francophones ont ressenti que la coalition faite par Charles Michel était une coalition non seulement totalement déséquilibrée, mais qui en plus ignorait les attentes des francophones wallons et bruxellois. Il y aurait une majorité possible. Il faut rééquilibrer quelque peu le jeu. Il y aurait une majorité possible avec la NVA si le mouvement réformateur et le CDH, par exemple, y apportent leur concours. Qu'est-ce que vous dites à ces 2 partis si jamais ils étaient tentés? Si c'est leur choix qu'ils assument publiquement. Mais à ma connaissance, à part Georges-Louis Boucher qui continue à s'accrocher à l'hypothèse d'une coalition kamikaze suédoise, je n'ai jamais encore entendu M. Prévost, même s'il y a parfois eu des hésitations au CDH, dire franchement, je vais entrer dans une majorité avec la NVA. Vous savez, ce que beaucoup de gens ont ressenti, c'est qu'avec la NVA, surtout après l'épisode de la chute du gouvernement, en toute fin de législature précédente, donc un parti qui est au pouvoir, qui domine le gouvernement, qui décidait finalement essentiellement, on sait que Charles Michel était plus le notaire des décisions de la NVA qu'autre chose, eh bien, ce parti a néanmoins fait tomber le gouvernement parce qu'il voulait non seulement rompre le pacte des Belges par le fonctionnement, en mettant en cause le fonctionnement des institutions belges pour démontrer qu'il faut aller vers le confédéralisme, mais aussi parce qu'il voulait mettre en cause l'engagement européen de la Belgique, il faut toujours le rappeler, notamment lors du fameux débat sur le pacte de migration, le pacte dit Marrakech. Une question sur ce qui s'est passé vendredi. Paul Magnette, il a fait du bien ou il a fait du mal à la négociation? Personnellement, j'aurais pas fait la sortie qu'il a faite.
Je le dis très franchement, je crois que ce n'était pas le bon tempo. La position du PS était connue, M. Gaines devait la connaître. Donc M. Gaines peut-être s'entêtait dans une option de tenter d'allier les opposants et les oppositions qu'il devait constater. Donc ce n'était pas la peine de réaffirmer que le PS ne voulait pas aller avec la NVA. C'est la responsabilité de M. Gaines d'assumer les choix. Et c'est vrai que sans doute, alors là, moi je ne suis pas dans la conversation en tête-à-tête entre M. Gaines et M. Magnette, peut-être que M. Gaines, ayant signifié clairement à M. Magnette qu'il n'envisagerait pas une autre hypothèse qu'avec la NVA, à ce moment-là, M. Magnette s'est senti autorisé mais je n'aurais pas fait la sortie néanmoins pour laisser la responsabilité pleine et entière à M. Gaines de sa mission vis-à-vis du Palais Royal. Une dernière question avant d'aller au journal, Olivier Minguin. Est-ce qu'on doit maintenant organiser un front francophone comme Bardo-Wever tente d'organiser un front flamand ? Non. Ce serait tomber dans le piège du confédéralisme que nous tend Bardo-Wever. La concertation entre partis francophones, elle se fait. On ne doit pas se préparer une nouvelle réforme de l'État et dire ce qu'on veut vraiment sur Bruxelles, sur la Fédération Wallonie-Bruxelles. Ça, c'est autre chose. Mais aujourd'hui, pour parler de la formation d'un gouvernement, ce que veut Bardo-Wever, dire qu'il faut un front contre front, ce serait la pire des erreurs. À part ça, préparer le débat institutionnel en veillant à des concertations de part et d'autre, ça me semble nécessaire. Oui, elle existe aujourd'hui, cette préparation ? Non, pas suffisamment. Il y a un problème de leadership. Il y a un problème de leadership du côté francophone ? Traditionnellement, la concertation revient au premier parti qui a le plus grand nombre d'élus et de voix, donc c'est le Parti socialiste qui devrait en prendre l'initiative. Mais fondamentalement, je ne crois pas que ça soit le temps opératoire optimal de prendre cette initiative. Donc pas maintenant. Laissons d'abord venir les événements en ce qui concerne la formation d'un gouvernement. Après ça, nous verrons comment nous devrons nous organiser en vue d'un débat institutionnel que l'on sait être inéluctable. Il n'y a que les sots qui pensent qu'on peut toujours tout reporter indéfiniment, mais ça ne veut pas dire non plus qu'il faut aller sur les pas de la NVA et de son confédéralisme. Olivier Minguin est l'ancien président de DEFI. Il est aujourd'hui bourgmestre de Woluwe-Saint-Lambert. Il est notre invité. On le retrouve juste après le journal. BX1+. L'invité de Fabrice Grosfilet. Mais tout de suite, on retrouve Olivier Minguin, bourgmestre de Woluwe-Saint-Lambert. On a beaucoup parlé de la crise politique. On va peut-être y revenir dans un instant, mais je voudrais d'abord m'adresser au bourgmestre que vous êtes, Olivier Minguin. D'abord, le bilan de la tempête chez vous, à Woluwe-Saint-Lambert. Pas eu trop de dégâts ? Non. Vraiment, ce week-end-ci, très peu de dégâts, des branches d'arbres, et puis pas de victimes, pas de blessés, et pas de gros dégâts. Ouais, et le week-end précédent non plus, un peu plus. Pas de victimes, un peu plus de dégâts, mais pas comparable à ce qu'on a pu constater dans d'autres communes. Voilà. Alors vous êtes bourgmestre, vous avez aussi la compétence de l'enseignement. Vous avez entendu dans le journal nos révélations sur des doutes sur l'intégrité d'une directrice d'école et sur le montant d'un marché de Noël qui aurait disparu, la recette du marché de Noël qui aurait disparu. Vous êtes au courant de l'information, vous avez déjà des actions ou des actions vont être entreprises ? Conformément à la loi, dès que des faits de cette nature sont portés à la connaissance des autorités communales, le secrétaire communal qui a l'initiative en matière de procédure disciplinaire m'a informé, bien entendu. Il a dès lors ordonné une enquête administrative interne très précise, dont nous allons avoir les conclusions dans les tout prochains jours. Vous n'avez pas encore les conclusions de l'enquête ? Définitive, non, mais je sais que ça a bien progressé. Je suis évidemment tenu à un devoir de réserve, parce que vous savez que conformément à la loi, le collège est amené à statuer en bout de procédure et que je ne peux pas préjuger que si je m'exprime aujourd'hui, je risque de vicier la procédure et de donner éventuellement des arguments aisés sur le plan du recours quant à la personne qui serait mise en cause. Donc, je suis tenu à un devoir de réserve. Néanmoins, ce que je peux assurer, c'est que personne ne ferme les yeux sur de tels faits et que toutes les suites y seront données si des faits étaient confirmés, notamment soit au plan disciplinaire, soit au plan pénal, puisque d'ailleurs, le Code d'instruction criminelle prévoit très clairement, article 29, que quand des faits de nature pénale sont connus d'une autorité publique, d'un fonctionnaire, ils doivent les transmettre à la justice. Ça veut dire qu'il y aura éventuellement une plainte de la part de la commune, si c'est nécessaire. Si les faits devaient être confirmés à la suite de l'enquête, il y aura sans doute d'autres suites que c'est strictement disciplinaire. Oui, on peut rassurer les parents d'élèves, l'argent qui a disparu dans le cadre du marché de Noël, on va le récupérer, quoi qu'il arrive. En tout cas, non seulement il y aura une exigence évidemment de récupérer les montants, mais de surcroît, si les faits étaient confirmés, il y aura d'autres suites, mais que je ne peux pas préjuger, parce que comme je dis, je suis tenu à un devoir de réserve tant que l'enquête est en cours. Ouais. Je voudrais qu'on parle 2 minutes de vos rapports avec le mouvement réformateur. Il y a à Bruxelles une élection en cours, il y aura donc un nouveau président régional des libéraux bruxellois. Est-ce qu'on pourrait imaginer que demain, DEFI et les libéraux bruxellois se rapprochent autant qu'ils se sont éloignés du temps où vous étiez président de DEFI ?
Vous savez, d'abord, pendant ma présidence, j'ai souvent rencontré les dirigeants du MR. J'ai continué à avoir des contacts. Mais il y a eu un cartel et puis il y a eu un divorce ensuite. Il y a eu un divorce, et pour des raisons que je crois qui ont été tout à fait justifiées. On parlait de la 6e réforme de l'État et on sait quel désastre ça a engendré. Mais plus fondamentalement, nous n'avons jamais refusé de dialoguer avec quelques partis démocratiques pour former des majorités. Nous sommes d'ailleurs en majorité avec le MR dans certaines communes. Ce n'est pas un problème de principe, loin de là. Après ça, c'est vrai que le MR s'est fortement isolé du côté francophone par son alliance privilégiée avec la NVA. C'est un reproche. Ça, c'est au niveau fédéral. Au niveau bruxellois, au niveau bruxellois, ou dans les différentes communes de Bruxelles, on pourrait imaginer qu'il y a un rapprochement entre le mouvement réformateur et Défi. Des accords de majorité, comme ça peut se faire au gré des convergences de projets et de programmes. Bien entendu, il y a des aspects sur lesquels nous restons proches en termes de choix de société. Mais par contre, c'est vrai que nous sommes avec une sensibilité et par rapport à l'évolution institutionnelle beaucoup plus prégnante que ce qu'en a fait le MR en se précipitant parfois dans des réformes institutionnelles mal maîtrisées. Et aussi, nous sommes beaucoup plus prudents sur le plan des équilibres de la société, car je crois que un des reproches que l'on peut faire au gouvernement Michel, même si toutes les mesures qui ont été prises par le gouvernement Michel ne sont pas critiquables sur le plan socio-économique, par exemple l'abaissement des cotisations de sécurité sociale pour certaines catégories de travailleurs était un choix que nous avions approuvé, notamment en faveur des PME. Mais par contre, ce gouvernement a manqué de sens, de cohésion sociale. La réforme des régimes de retraite, nous avions eu par exemple le courage de dire oui, que pour certaines catégories de travailleurs, il faudra accepter de travailler au-delà de 65 ans, parce que... Donc la pension à 67 ans pour tout le monde. Et je sais que par exemple dans la note de Paul Magnette, comme informateur, puisque c'est une des rares notes, et je vais y revenir d'ailleurs, connue un peu, il acceptait finalement de maintenir cet âge de 67 ans pour certaines catégories. Mais en même temps, le gouvernement Michel n'a pas travaillé de manière sérieuse et approfondie sur la pénibilité des métiers qui justifient qu'on puisse partir bien avant, parfois même 65 ans et même parfois avant 60 ans. Donc ça n'était pas l'équilibre, c'est ça assez social pour spécificité, notre spécificité. Je reviens à l'idée des notes. Oui, sur les notes. Est-ce que Koen Geens devrait publier la sienne? Mais je voudrais que tous ceux qui ont été chargés d'une mission par le palais, aujourd'hui, rendent publiques leurs notes. Nous sommes dans un pays où on croit que, en tout temps, la confidentialité garantit le succès d'une négociation politique. Eh bien, à un moment donné, quand on arrive à des moments aussi cruciaux que ceux que l'on connaît, je crois que la transparence permet aux citoyens, qu'il ne faut quand même pas prendre pour des béotiens ou des incapables de comprendre l'évolution politique, permet aux citoyens de mieux apprécier ce qui fait problème. Où sont les convergences? Parfois, on fait des notes qui sont suffisamment floues pour rentrer dans des négociations. Il n'y a pas les détails et les vrais choix à l'intérieur des notes. Il y a, de mon expérience, il y a toujours dans ces notes des orientations quand même majeures. Et moi, je serais intéressé de connaître les orientations majeures de la note de M. Boucher avec M. Koens, président du CDNV. De même que la note de M. Geens ou d'autres personnes qui ont été appelées aux fonctions. Il y a eu à un moment donné un duo de Motte bourgeois. Et ça avant un duo Renders-Van de la Note. Voilà. Ouais. Tous ceux-là ont produit des notes. Il faudrait les voir. Je trouve qu'aujourd'hui, ça permettrait peut-être de dédramatiser. Aujourd'hui, on a le sentiment que quand on entend les uns, c'était chaque fois des notes épouvantables. Or, d'expérience, je sais quand même que les informateurs, les préformateurs, les clarificateurs, comme on les appelle traditionnellement dans notre jargon politique, ils font déjà un travail de convergence. Alors, bien entendu que chacun ne s'y retrouve pas. Ce ne sont pas des notes abouties, ce sont des notes d'amorce de négociation. Mais ça permettrait, j'en suis convaincu, de permettre à chaque parti de se positionner par rapport à ces notes et peut-être de faire émerger des convergences bien plus aisément qu'on ne le pense. Toute dernière question, vous êtes toujours agent de liaison francophone pour le gouvernement bruxellois? Et j'aurai dans les prochains jours des contacts encore à cette fin. Avec qui? Avec notamment le ministre-président de la région bruxelloise, à qui je dois rendre des comptes par ailleurs. Olivier Minguin était notre invité. Merci beaucoup.